Super, merci beaucoup. Une personne a la réponse à ça. Vous vous souvenez de ma question tout à l'heure? À quoi la France, quelle trajectoire la France demande de suivre pour réaliser son plan d'adaptation au changement climatique? Oui, pardon. Est-ce que c'est... Non, mais c'est bien ce que... Alors, exactement. C'est pour ça, il y a un petit piège quand même. Est-ce que c'est 1,5 degré monde? Est-ce que c'est 3 degrés monde? Est-ce que c'est 2 degrés monde? Ou est-ce que c'est 5 degrés monde? Alors, je vous dis monde parce qu'effectivement, ça représente un autre degré en France, mais en général, on parle des trajectoires et des scénarios du GIEC qui sont mondes. Alors, est-ce que ça représente la rouge, la jaune, la verte ou la bleue? La rouge, c'est les accords de Paris. Alors, la rouge, la jaune, la verte ou la bleue. Donc, la rouge et la verte, ce sont les accords de Paris. Les accords de Paris qui disent, nous devons, nous, États, nous entendre pour rester bien en dessous d'une augmentation de température de 2 degrés tout en visant d'être en dessous de 1,5 degrés. C'est alambiqué, mais c'est ça, les accords de Paris. Jeune, effectivement. Alors, il faut savoir que les États ont fait un certain nombre de promesses pour respecter les accords de Paris. Quand on les compile, on n'arrive pas à ni au rouge ni au vert, on arrive au jaune. Mais quand on regarde encore plus près et qu'on regarde comment ils ont déjà accompli ce qu'ils avaient dit, promis de faire pour respecter les accords de Paris, c'est-à-dire ce qui en 2030 devrait les emmener normalement à diminuer de 50%, de moitié les gaz à effet de serre, on en est à 2%. 2%. Donc la COP, la dernière COP s'est ouverte avec le fait que les États ont déjà respecté 2% de leurs promesses engagées qui nous emmènent au scénario jaune. Scénario jaune que la France a choisi pour faire son plan d'adaptation au changement climatique. Et donc, ça redevient 4 degrés France, 3 degrés monde. Et, pardon, excusez-moi, je n'ai pas dit quelque chose. Mais bien sûr, donc ce que je viens de dire, que les États n'ont pas, ont à peine fait 2% de leurs promesses, ça veut bien dire une chose. C'est qu'actuellement, ce qu'on suit, c'est du business as usual, c'est-à-dire on déroule notre business exactement comme d'habitude de la même manière, ce qui nous emmène à plus, qui a plus que ce qui est, voilà, je vais vous montrer tout à l'heure les courbes. Cela veut dire que dans tout ce dont on vous a parlé jusqu'à maintenant, vous pouvez aller chercher pour l'instant les prévisions les plus pessimistes et les impacts sur nos quotidiens et sur la santé. Et sur l'entreprise alors, est-ce que ça doit être un sujet stratégique? Eh bien, ça pose la question de la sécurité, comment assurer la santé des salariés exposés à des conditions de travail changeantes. Ça pose la question de la continuité d'activité, comment assurer la résilience de son service, de son système de production. Ça pose la question du coût financier. Comment assurer, essayer, tenter de préserver la santé financière de son organisation qui est déjà attaquée de toutes parts. Ça pose la question du modèle économique, mais et aussi de la réputation, l'image de marque et de la marque employeur. One Health, tu es Patrick, est-ce que tu peux venir nous dire un petit mot, s'il te plaît? Ce sera le dernier mot avant la dernière séquence de réflexion qu'on va vous envoyer faire. Et on vous promet de prendre les dernières remarques à -5 pour vous donner, vous offrir une belle collation pour vous remercier en fait d'avoir fait tout ça avec nous. Je voulais vous dire aussi que pour nous, c'est un premier moment et qu'on espère en fait décliner ce moment de manière plus fréquente, donc pas annuelle, de manière peut-être tous les 2 mois, avoir un rendez-vous justement qui concentre plus ces sujets. Merci. Donc, j'avais préparé des diapos. Je suis médecin hospitalier au CHU. Alors, je vais les survoler. Et donc, au sortir du Covid, avec 1100 morts, 35% de vaccinés, on s'est dit que ça ne peut plus recommencer et qu'il fallait qu'on s'en occupe. Et on s'est mis à plusieurs
praticiens, travailleurs sociaux, écologues, pour essayer de trouver des solutions. Et une des pistes, c'est l'OMS avec ce qu'on appelle le projet ONET, c'est-à-dire une seule santé. Cette piste-là, c'est une piste qui permet de pouvoir comprendre ce que nous, vivants, nous apportons sur la planète. Nous sommes le vivant le plus sophistiqué. Et donc, on a une responsabilité par rapport à tout le reste du vivant. Vous n'êtes qu'un agglomérat de cellules avec une poche d'eau qui tamponne le climat et la chaleur, et c'est ça qui vous fait résister. Et c'est variable, il n'y a pas une température type. Il y a juste le fait que, selon son volume en eau, selon le milieu dans lequel on est plongé, selon ce qu'on a mangé, la manière dont on a fait de l'activité physique, eh ben, on va pouvoir résister ou pas aux variations climatiques. Je vous la fais rapide, parce que j'ai quelques diapos là-dessus, mais concrètement, donc clairement, la Caraïbe est au sommet de l'édifice de première ligne sur le plan du risque climatique. Deuxièmement, cette santé planétaire, on voit, je vais passer vite là-dessus, c'est quand même un stock de morts prévisible de 1 milliard à 3 milliards d'êtres humains sur la planète. On n'est pas dans du détail, on est dans du haut risque sur le plan, et hélas, les pollueurs ne sont pas les payeurs. Parce que, en fait, dans la réalité, j'essaie de revenir là-dessus. Alors, ça passe pas, c'est peut-être le modèle. Bon, d'accord, enfin, on voit que tous ceux qui proposent la fabrication de carbone, ne sont pas ceux qui sont les plus impactés par la chaleur. Et surtout, il y a des causes de mortalité qui sont majeures. Première, les AVC, les cardiopathies. Alors, pour revenir à la question de tout à l'heure, pourquoi ces pathologies qui sont des pathologies vasculaires seront les premières? Parce que face à la chaleur, votre système va s'adapter. Votre système va d'abord entraîner de la vasodilatation cutanée, que cette vasodilatation va se faire aux dépens des organes. Et on peut comprendre que si une femme est enceinte, eh bien, il y aura une réduction de l'apport sanguin et donc un développement de la croissance dans le premier trimestre inférieur. Par ailleurs, chez l'enfant, pareil, il y aura une croissance inférieure lorsqu'il va être confronté toute sa première année de vie, les 1000 jours de vie, à ça. Qui plus est, si vous êtes tant soit peu sous système, sous un stress, qui peut être un stress professionnel, un stress physique, un stress psychologique, votre rythme cardiaque va augmenter et donc il peut, s'il y a s'il y a un petit thrombus, s'il y a une petite plaque d'athérosclérose, entraîner un infarctus. Donc les infarctus. Et comme la tuyauterie fonctionne aussi pour le cerveau, vous aurez les infarctus du cerveau. Donc en clair, le nombre d'AVC pour nous au CHU augmente à la période des chaleurs. Et c'est un travail qu'il faut qu'on mène avec les météos parce que manifestement, on travaille dans des silos, quoi. Il faut arrêter ça si on veut soigner notre population. Donc, pour continuer, qui sont les plus impactés? Les personnes âgées, les enfants et les femmes. Oui, les femmes, parce qu'elles font des travaux lourds, parce qu'elles sont exposées à l'extérieur, dans des métiers payés. Et puis les enfants, pourquoi? Parce qu'ils ont une surface corporelle qui est inférieure à celle des adultes. Donc, ils ont une usine à fabriquer de la chaleur. Votre corps, c'est 75% de fabrication de chaleur. 3 modes d'évacuation, la convection, l'évaporation, et aussi la troisième truc, c'est dans la diapo que vous allez le voir. Mais globalement, c'est la sudation qui est importante, et dont le composé électrolytique varie avec le type de climat, et il faut 2 semaines d'acclimatation pour supporter la capacité. Mais quand on fait ça, ça suffit pas. Vous voyez que manifestement, vous voyez le rocher du diamant là, vous voyez. Bon, ça c'est une vraie photo. Et quel est le problème de cette pollution? C'est que ça a un impact sur la santé. On s'est posé la question de savoir pourquoi il y avait des cancers du poumon en Martinique chez des non-fumeurs. Et on n'a pas trouvé la solution, parce qu'il n'y a pas de travail entre les gens qui s'occupent de ce volet-là et les oncologues qui travaillent sur ce volet, sur la pneumo. Il y a du travail là-dessus. Et donc, ces micro-cristaux qui sont là, ils ne s'arrêtent pas, comme vous l'avez dit, au poumon.
ils vont dans le cerveau, ils vont directement dans les plaques de connexion interactionnelle. Et donc, probablement, l'apparition de démence, de maladies du Parkinson sont peut-être liées à ces... Mais il faut arriver à prouver ça. Ce d'autant que le premier cerveau, le deuxième cerveau, c'est l'abdomen, et que là aussi, on sait qu'actuellement, il y a des maladies fabriquées de neurodégénératives à partir du système intestinal. Donc, on a deux pistes pour pouvoir travailler. Où sont les causes et quelles sont les conséquences? Voilà. Donc, en fait, dernière chose sur l'impact de la pollution, les boucans, les gens qui fument les poulets à tour de bras, qui font des feux de travail, probablement, c'est très important, c'est probablement aussi une des causes des cancers du poumon chez les sujets non fumeurs. Alors, vous voyez, la liste est longue, hein, les décès liés au stress thermique, les événements, je suis toujours dans les temps, mauvaise qualité de l'eau, voilà, les relations entre les vecteurs, donc c'est évident, épidémie, on aura toutes les épidémies, hein. Il y en a une qui va se préparer avec celle des États-Unis, le West Nile, il y en aura une autre qui sera sur un nouveau Covid, parce que cette capacité à se repliquer et à se multiplier contre tous les virus, c'est infernal, hein. Tous les jours, ils changent de vêtements 3 fois ou 4 fois, 5 fois, et ils deviennent de plus en plus virulents, parce que leur particularité, heureusement, le Covid, c'est que celui-là, il était fabriqué pour ne pas tuer son hôte dans les dernières générations. Mais les premières générations, oui. On a eu 1100 morts quand même. On est record de France du nombre de morts, hein. Record de France. Donc, on a des vraies difficultés. Perte de chance, perte de santé, des personnes qui n'avaient eu aucune prévention tout au long du circuit, c'était pas encore au point. Et on courait, il était 8 heures du matin. On sait que l'hydrométrie augmente à partir de 7 heures pour arriver, je crois, vers midi à son pic. Donc, c'est impossible de faire des courses en milieu tropical humide. C'est même interdit par l'Académie américaine. Il faut les faire soit avant 7 heures, soit en fin d'après-midi, en soirée. Mais dans cet intervalle-là, ça sera de plus en plus difficile avec des risques de mort. Donc, il faut accepter de payer ça. Et puis, deuxième chose, il ne faut pas picoler la veille, parce que ça entraîne des hypophosphérémies. Et quand vous avez une hypophosphérémie, le cœur se met à l'arrêt. Et cette hypophosphérémie, elle est normale, puisque quand vous fabriquez du muscle, quand votre muscle travaille, il a besoin de ce phosphore pour alimenter son usine. Et plus il en pompe, s'il n'y en a pas, eh ben, il s'arrête et collapse. Donc voilà, rapidement dit les choses que je voulais vous dire. On a un risque majeur sur la Martinique, que notre population touche les plus fragiles, les plus vulnérables. On s'en sort très mal, vous êtes impacté dans vos familles, on l'a déjà vécu à travers le Covid, c'est bon, on a payé. Maintenant, il faut essayer de reconstruire de la solidarité, du travail entre nos disciplines, pour essayer de mieux comprendre ces pathologies, pour les anticiper, pour mettre en place des process qui permettront que des docteurs avec les cols blancs puissent bosser avec des ouvriers, des agriculteurs, pour essayer d'apporter une alimentation saine, une pratique d'hygiène de vie, plus de concertation et de formation. Voilà. Moi, je milite en dehors de ça sur un thème majeur. Je ne sais pas si j'aurai le temps de dire ça. Sur la robustesse. Alors, attends, on va passer peut-être. J'essaie de. C'est les autres diasos. Alors, la robustesse, c'est un point majeur parce qu'on bosse là-dessus dans une équipe. Donc, je vous disais, un monde à 2 degrés, c'est des conséquences dramatiques. Hein. L'affluence au service des urgences. Un service d'urgence prévu pour 80 places, il en a 180 tous les jours. Donc, c'est impossible à gérer ça. Et en aval, alors, il ne peut même pas placer les malades parce que les services sont embolisés de malades chroniques qui ne sont pas bien pris en charge dans le reste du système parce qu'il y a un problème de désertification des professionnels de santé. L'interface ville-hôpital est complexe et chaotique. Nos capacités hospitalières sont dépassées. J'aime autant vous dire que n'importe quel événement majeur, ça va être de la casse sur ce pays. Casse si accident d'avion, casse si cyclone, casse si... Et on n'a pas anticipé ça. Les personnes âgées sont en danger, les risques de santé mentale sont majorés, la vulnérabilité des personnes âgées, les épidémies des zoonoses. J'espère que tu vas nous trouver un système pour pouvoir sortir le voisinage de ces moustiques
qui sont nos voisins, qui vivent avec nous, qui sont dans nos pyjamas, quoi. Et donc, il faut s'en débarrasser, autrement, il faut bien qu'on élève des anolis, des iguanes, je sais pas, la bestiole qui mange ça, pour pouvoir, voilà. Des impacts psychosociaux, et puis, donc, l'effet cyclone, hein, quand même, voilà, j'ai passé, mais voici tous les impacts. Vous aurez le diaporama. Vous dire qu'en moins de 10 ans, là, de 2000 à 2020, en moins de 20 ans, on en a eu 10 maladies avec maladies infectieuses émergentes. Alors que depuis 1976 à 2000, on en a eu 5. Donc la cadence va s'accélérer. Il n'y a aucune utopie à avoir là-dessus. Et donc, c'est ça qui a conduit la réflexion sur l'humain, sur la santé des animaux, sur la santé de l'environnement. On s'est dit, il faut travailler ensemble avec les vétos et avec toutes les autres organisations, ce d'autant que dans toute l'outre-mer, Renex existe. Guadeloupe a un projet qui s'appelle le projet Malin. Ils sont bien en avance sur nous de plus de 5 ans. La Réunion, c'est pareil. Le Mayotte aussi. La Guyane également. Donc, il faut qu'on rattrape. Simplement, le concept doit évoluer parce que eux sont sur la recherche d'antibiorésistance. Nous, on veut que ça soit un projet qui soit solide, robuste. Et pour ça, notre réflexion, elle est à 3 niveaux. Celle de l'individu, la santé publique. Celle de la société, la santé sociale. Celle de notre environnement, la santé des milieux naturels. Et ce concept, ça s'appelle la santé commune. Et ce concept de santé commune, eh ben, c'est aussi un nouveau modèle économique. Tout repose actuellement sur l'économie, qui va dans le mur à force d'exploiter et de saccager la planète. C'est sûr. Nous, on préconise un système robuste qui part d'abord de la santé des milieux naturels, puis ensuite qui va impacter le social, parce qu'il faudra construire des entreprises, et qui débouchera sur un modèle économique qui sera choisi, qui sera bottom-up et pas top-down, comme ça fonctionne actuellement pour les plus riches de cette planète. Donc, en clair, on est dans la redescente. Vous voyez qu'il y a une femme, parce que c'est principalement les femmes qui vont être touchées. À la fois parce que c'est elles qui portent la fécondité de notre espèce et qu'elles sont touchées à travers ce que je vous ai déjà dit. Ensuite, on a un modèle, c'est le rapport Midos, je repasse, tout le monde connaît ça. Et pour finir, notre défi, c'est ça, c'est que d'un modèle top-down économique, il faudra travailler en concertation. Voilà, il faut l'OMS a donné des recommandations. Voici en fait le modèle de la manière dont on doit s'y prendre. On se pose des questions. Donc on peut se poser une question, quel est l'avenir de la Martinique, par exemple, et on essaye de trouver des solutions qui soient robustes, c'est-à-dire qui impactent la santé humaine, qui impactent la santé sociale, qui impactent la santé des milieux naturels, sur les 3 milieux naturels, le sol, la biomasse et l'eau. Tout projet qui ne comporte pas tous ces volets-là n'est pas adéquat, n'est pas robuste, ne va pas résister, va se fracasser dans le mur de ce qui va nous arriver. Et à partir de là, on imagine des stress tests. Est-ce que s'il y a un cyclone, ça va résister? Est-ce que s'il y a un tremblement de terre, ça va résister? Est-ce que s'il y aura une zoonose nouvelle, ça va résister? Et ensuite, on monte un modèle de gouvernance et de projet économique. Voilà. C'est le combat qu'on est en train de mener à plusieurs pour essayer d'atteindre le bonheur. Merci. Merci beaucoup. Merci, Patrick. Derrière la littérature. Oui, tout à fait. J'allais en parler justement. Olivier Amand, on vous conseille vraiment, vraiment, vraiment à la fois d'aller lire ses livres, de voir ses vidéos, d'aller sur ses cours Sator aussi. Ils ont des MOOC particuliers sur des MOOC Sator. Et donc, on va vous donner on va vous engager en fait dans une dernière réflexion collective. Et pour vous engager dans cette dernière réflexion collective, gardez bien ce que Patrick vient de vous dire. Et hop, on vous montre ça.